Et dans le cadre de ce partenariat de France Télévisions avec la CIMAD, on accueille Capucine Graby, une consoeur qui signe un très beau témoignage survivant, l'incroyable résilience d'un réfugié, publié dans la collection Époque épique. Chez Hachette. Chez Hachette, il me semblait, mais je ne le voyais pas marqué, mais c'est bien chez Hachette. Ça fait écho, Capucine, à ce que vous avez vécu, les témoignages à la fois de ce monsieur qui était hébergé et de la famille qui l'a accueilli. Est-ce que vous avez traversé ? Oui, alors j'ai juste vu la fin du reportage, mais effectivement, j'ai vu toute l'amitié, la profonde amitié qu'il y avait entre ce réfugié et la nouvelle famille. Et c'est quelque chose que m'a souvent rappelé, répété Touma. Avec qui donc j'ai créé une amitié complètement improbable depuis 4 ans. Et il dit souvent « tu es ma seule famille ». Et alors c'est très lourd à porter à certains moments, et c'est ce que je raconte dans le livre, mais on a quand même l'impression, même si c'est difficile, d'apporter ce souffle, ce souffle de vie qui est finalement indispensable pour ces réfugiés, parce que l'attente, et c'est aussi le sujet de ce livre, cette attente, elle est insupportable. On parle beaucoup des réfugiés qui ont traversé le Sahara, qui ont traversé la Méditerranée, de leurs conditions d'arrivée en Italie, en Grèce. Mais qui parle de cette attente filandreuse, de ce combat pour la survie qu'on mène chaque jour, qu'ils mènent chaque jour, et qui finalement est extrêmement lourd à porter pour eux, voire destructeur psychologiquement. Et ce qui est intéressant, c'est que là, avec la pandémie de Covid, il y a beaucoup de similitudes avec ce qu'on vit, nous, Français. On attend. Cette incapacité à se projeter dans l'avenir, et c'est leur quotidien. L'attente d'un réfugié, Patricia, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? C'est se lever le matin sans horizon de vie. C'est un petit peu ce qui se passe là. On nous a changé les vacances scolaires, on ne sait plus où on va partir, on ne sait pas si on peut partir. Mais ça, c'est ce qu'ils vivent pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années. Ça fait 4 ans et demi que ce réfugié soudanais est en France et qu'il ne sait pas ce qu'il va faire le lendemain, quand est-ce qu'il va avoir ses papiers. Donc c'est se lever le matin, c'est ne pas réussir à croiser le regard des gens dans le métro, dans la rue. On le voit, cette angoisse permanente. Parce qu'ils ont honte d'être clandestins, parce qu'ils ont honte de ne pas avoir la même couleur de peau. C'est se cacher pour ne pas être pris par la police, c'est être terrassé par les émotions négatives, par les insomnies, c'est aller mettre des coups de tampon, et je le raconte dans le livre, boulevard Ney à la préfecture de police et rue boulevard Ney, et voir un avocat, et en fait ça s'enchaîne, et en fait on les berce d'illusions. Ce que vous dites en filigrane à l'administration, sans faire de procès, c'est... Jamais de procès. Non, mais je suis là pour témoigner. Aller plus vite, voilà. Quoi. Enfin, on pourrait faire... C'est de la torture, quelque part, cette attente. C'est un peu de la torture, et je raconte à la fin... Dites non, dites oui, mais dites-le à un moment donné. Exactement. C'est-à-dire qu'on tend une main, mais on la tend à moitié. Et je raconte dans ce livre tout ce que ça coûte à l'État français. C'est-à-dire que ces réfugiés, ils sont logés, ils sont nourris, ils sont renvoyés, donc en l'occurrence en Italie plusieurs fois, parce que, à cause de cette procédure abominable qui s'appelle la procédure Dublin, donc il dépend de l'Italie, donc on le renvoie, donc c'est des avions. On est figé dans le pays dans lequel on est arrivé. Exactement, donc lui il est figé en Italie, et donc il a obligatoirement, il doit rester 18 mois en France pour pouvoir bénéficier de ses papiers. C'est pour ça qu'il n'a pas la protection subsidiaire de l'État. Mais en même temps, vous dites c'est une magnifique histoire, parce que vous êtes apporté plein de choses. Il englobe beaucoup de sujets. Cette attente qui est affreuse. Cet enrichissement mutuel qu'on a vu. Cette difficulté d'aider aussi. Et je le raconte parce qu'il y a plein de moments pendant ces 4 années où moi, je me suis sentie isolée. J'ai eu une peur franche, rebelle. J'étais dans l'incapacité d'avancer. J'ai vraiment été terrassée par la peur à certains moments. Et en même temps, il y a cette amitié qui est complètement improbable. Il n'a pas la même couleur de peau, il n'a pas la même religion, il n'a pas le même âge. Il a vécu dans les montagnes au Soudan. Moi, j'ai vécu à Paris depuis que je suis née. Ouais, mais après, on est deux êtres humains. Et en fait, on se retrouve. Voilà. On est des êtres humains. On est des êtres humains, on a une famille, on est amoureux, on l'est plus, on a des enfants, on l'a pas, oui, on est nostalgique. Ces amitiés qui sont tellement... J'aurais imaginé impossible. Est-ce que vous pouvez imaginer une amitié forte, puissante, avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec vous ? Elle vous permet aussi de vous projeter dans un au-delà, quelque part, de dépasser vos limites. Et c'est intéressant parce que j'ai interviewé des psychiatres, des psychanalystes, des ethnopsychiatres aussi pour essayer de comprendre ce phénomène. Et en fait, aller vers un autre qui est tellement différent de vous, vous permet aussi, quelque part, de vous trouver, voire de vous révéler. Et donc, dans cette pandémie compliquée, à un moment où on voit le flux migratoire comme des menaces... Ouais, on voit toujours ces images dans les journaux. D'ailleurs, c'était le sujet de votre reportage. Voyez-le comme une opportunité aussi. Allez vers l'autre, ayez le goût des autres,
C'est ça qui va nous sauver. Merci infiniment, Capucine Grabi, Survivant, récit, l'incroyable résilience d'un réfugié chez Hachette. On vous le conseille, c'est très pudique, très touchant et extrêmement enrichissant humainement. Merci beaucoup de vous être arrêté sur notre plateau.